Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On continue à parler politique, cette fois-ci on va parler élection départementale avec Daniel Pougny, avec Daniel Pougny et c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Daniel Pougny. Bonsoir Monsieur Ramoudou. La question c'est, j'allais dire, voilà quelqu'un qui aura marqué la politique par sa longévité. Vous l'avez commencé avec quel âge, la politique? On a commencé la politique, j'étais bien jeune, c'était à l'époque de Jacques Chirac, d'accord? 70, voilà, avant. Voilà, un peu aux alentours des années 70, disons. Et puis, ça a concrétisé avec l'élection de René-Paul Victoria à la mairie de Saint-Denis. Ouais. D'accord. Donc, j'ai occupé les fonctions d'adjoint de quartier de la Bretagne. Et puis, pour des raisons qui ont fait que, sur le plan politique, nos visions ont un petit peu divergé. Chacun est parti de son côté. Voilà. La politique, hein, que ce soit à gauche ou à droite, la division, ça, c'est quelque chose qui a vraiment cassé les partis. Honnêtement, je pense que, si je prends un exemple, quand l'expérience que j'ai vécue, par exemple avec René-Paul Victoria, moi un jour je lui ai dit, patron, lorsque nous étions en campagne, c'était nickel. On est sur la route tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous venez député-maire, vous devenez député-maire, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que vous êtes à un tel niveau que vous n'avez plus le temps de vous occuper des petits. Et moi, sur mon quartier de la Bretagne, j'étais confronté à ce moment-là à toute une palette de gens qui étaient dans le besoin. Quand je viens le parler, il n'a plus le temps de m'écouter. Il m'a envoyé vers tel ou tel administratif. Mais l'administratif n'est pas là pour s'occuper de la politique. Il est là pour mettre en musique les décisions que nous prenions. Et c'est là la déviation. Les divergences ont commencé à arriver. Et petit à petit, ça se sépare parce que on voit bien quand les gens, quand ils ont un pouvoir, c'est pas qu'ils font exprès. Ils sont happés, ils sont bouffés par ce pouvoir. Et donc, du coup, voilà les germes de la division où ça arrive. C'est une histoire de vision de la société. Et est-ce que, aux années 70-80, aujourd'hui 2010-2020, est-ce que la manière de faire de la politique a changé? Ah oui, ça a changé. D'abord, ça a changé pourquoi? Parce que à l'époque, quand vous aviez des majorités qui étaient menées, par exemple, par M. Auguste Legros, il n'y avait pas d'opposition dans le conseil municipal. Une décision était prise, tout le monde l'appliquait. Le maire, c'était vraiment le boss. Est arrivé les changements institutionnels, politiques, l'opposition est entrée dans le conseil municipal et dans toute autre instance. Donc aujourd'hui, l'opposition est là pour s'opposer par définition. Et donc dire ce qui ne va pas, donner son point de vue. Déjà ça, il y a un premier changement. Ensuite, la population a évolué. Aujourd'hui, c'est fini. Le maire qui sonne la cloche, qui dit on va voter dans tel sens, ça marche plus. Il y a tout ce qui tourne autour du pot, qui est la collectivité, hein, soit le département, soit la région, soit la commune. Ces gens-là continuent à suivre le maire, mais sinon, toutes celles et ceux qui n'ont pas de lien avec la mairie, aujourd'hui, ils votent en leur âme et conscience. C'est ça. Et ce qui est... on peut regretter dans cette affaire, c'est que aujourd'hui, les gens ont plus tendance à dire « Ah ben, toutes les voleurs, pareil ». Donc, du coup, ça favorise l'abstention. Et si l'abstention est favorisée, le pendant de ça, c'est que ça maintient en poste tous ceux qui sont au pouvoir. Qui sont au pouvoir. Voilà. Ceux qui ont aussi, j'allais dire, son Badelaine qui est là toujours. Bien sûr. D'électeurs qui ne bougent pas. Bien sûr. Qui tiennent avec les contrats. Et donc, on fait tout. Je veux dire, ceux qui sont en place font tout pour que l'abstention gagne. Moi, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Ramoudou. Vous êtes un observateur de la vie politique, la vie publique. Regardez, par exemple, quand on nous parle la construction du Grand Paris.
30 milliards sur 15 ans. Voilà le montant qui est alloué à ça. Tous les partis politiques, qu'ils soient de droite, du milieu, de centre, de gauche, de l'extrême gauche, tout le monde est d'accord pour aller vers le Grand Paris. Et on nous vend, nous, Français de l'île de la Réunion, le Grand Paris, vous verrez ce que c'est. Il y a des dizaines de gares, des bus, des autobus, des trains, tout ça. Donc nos enfants, à nous, demain, vont nous dire c'est mieux d'aller chercher du boulot là-bas parce que c'est plus moderne, c'est plus tout ce que vous voulez. Et en parallèle à ça, qu'est-ce qu'on observe à la Réunion? Tous nos élus, ils ont tous l'écharpe en bandoulière, ils vont au bar à soir. Monsieur le préfet, donne à nous contrat aidé. Donne à nous contrat aidé. Et vous croyez qu'avec contrat aidé, nous, ça va favoriser nos enfants? Nous, on a un problème, là. Donc là, c'est un problème de vision. C'est un problème d'entente. Mais est-ce que, quelque part, on sort un peu de sujet, et j'espère ne pas prendre votre temps pour présenter votre programme. Ah, on va donner le temps qu'il faut pour le programme. Mais la question, est-ce que les politiques ne sont pas infantilisés? Toujours été papa Debré, papa ceci, papa cela, Giscard. Est-ce que cette classe politique des années 60-70 qui est toujours là, est-ce qu'elle ne s'est pas trompée? D'abord, elle a infantisé le peuple, faire en sorte que l'électorat soit là, obéissant et exécute les choses, mais dans une forme d'incapacité de changer d'abord leur comportement. Ce sujet-là est un sujet énorme. Hein. Un jour, si vous voulez d'accord, laisse les élections terminées, et puis je reviendrai si vous m'invitez, on pourra discuter de ça. Ouais. Vous connaissez, il y a deux grandes dates qu'il faut tenir compte. Hein. Vous avez 1946, date de la départementation, et 1982, la décentralisation. Voilà. Donc si vous prenez ces deux grandes dates, il faut faire un petit travail intellectuel, regarder qu'est-ce qui relève de la continuité et qu'est-ce qui relève de la nouveauté. Et à ce moment-là, vous voyez très bien. Parce que, moi, je vous le dis, moi j'appelle ça, quand je rencontre des gens, je leur dis, nos politiques à La Réunion sont tous des vantards. Ils vous font croire qu'ils ont un pouvoir, mais en réalité, le pouvoir à La Réunion, c'est le monsieur qui est assis au bar à choix, qui détient le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains des préfets et ces 6 directions régionales qui détiennent tous les pouvoirs. Mais il y a aussi un constat, Daniel Pouni, c'est que nos politiques ont fait preuve d'une grande incapacité à être à la hauteur du... Ah mais après, c'est une force. Hein. Vous savez, il y a des études, il y a des écrits qui démontrent au niveau national, pas simplement à La Réunion, au niveau national. Et il vous le dit, là où vous avez un député ou un maire costaud, avec un charisme excellent, le préfet, il se fait tout petit. Là où vous avez des élus qui sont un peu, ils savent pas trop où est-ce qu'ils habitent, ils connaissent pas trop, eh ben le préfet prend le dessus. Et c'est là la réalité. Et ça, eh ben le jour où on va comprendre qu'il faut passer au stade... Moi, je vous donne un exemple. D'accord ? Malheureusement, vous avez un monsieur comme monsieur Pierre Lagourgue autrefois. Oui. Ben, monsieur Pierre Lagourgue, il descendait au bar à soir, le préfet, il était au garde à vous. Aujourd'hui, vous descendez au bar à soir, vous avez un préfet au garde à vous. C'est fini, ça, tout ça. D'accord ? On va fermer cette parenthèse. On va revenir sur votre canton. Votre canton, géographiquement, c'est quoi ? Alors, le canton, c'est Domingo, la Bretagne, Île de Quinquina, le Bois-de-Nèfles et Moufia. D'accord. Et là-dessus, qu'est-ce que vous, en tant que candidat, qu'est-ce qu'il faudrait apporter pour mieux aider à la population ? Alors, dans le constat qui ressort, dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on a fait, bon, il y a quelques temps déjà que j'écoute, hein, d'accord ? D'abord, le département, c'est une institution essentiellement sociale. L'action sociale, c'est son affaire. Et ça tombe bien parce que les gens attendent une aide, d'accord ? Les gens attendent un conseil. Les gens attendent que l'institution départementale les accompagne dans leur démarche de tous les jours. Vous connaissez, qu'est-ce qui a guidé notre volonté, qui a décidé à partir de cette histoire ? C'est parce qu'on entend la radio, les médias, tout le monde dire à La Réunion, il y a 300
85 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 42%. Voilà. À peu près la moitié des Réunionnais. Et maintenant, si on va regarder seuil de pauvreté, parce qu'on le dit, hein, c'est joli. Mais moi, je vois, quand on dit seuil de pauvreté, c'est 1060 euros. Voilà le barème. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a fixé ça, toutes celles et ceux qui sont en dessous, d'accord, ils sont loin du bien-être social. Le bien-être social, c'est quoi? C'est d'avoir un emploi, d'avoir des moyens financiers pour subvenir à ses besoins. D'accord? C'est d'avoir accès à la santé, comme il a envie. C'est aussi de pouvoir mener à bien ses loisirs, se faire plaisir dans la vie. On n'est pas toujours obligé de travailler. Donc je veux dire que toutes ces personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, ça veut dire qu'ils sont éloignés du bien-être social défini par le cadre légal, pas défini par Aponi, défini par le cadre légal. Eh bien, cette nuée de personnes qui sont en détresse, eh bien, ces gens-là méritent d'être aidés. Donc, voilà pourquoi nous avons bâti un programme essentiellement social. Et je reviens à ma question sur ce canton-là, oui. Qu'est-ce qui manque le plus? Il manque tout ce que je dis. Par exemple, moi, quand je rencontre toutes les femmes qui sont en grande difficulté, par exemple, hein, je vois les violences sociales, les violences conjugales, les violences familiales, les violences faites contre les enfants. Eh bien, tout ça, on voit bien que, je ne dis pas que la collectivité dort, hein, je ne dis pas que l'État dort, hein, donc ils font leur travail et tout. Mais le retour que moi j'ai sur le terrain, je constate qu'il y a un manque de moyens. Et lequel moyen? C'est les moyens financiers, d'accord? Donc pour pouvoir aider toutes ces femmes qui sont en détresse, d'accord? Voilà pourquoi nous avons dit, nous voulons prendre 5% du budget du département, d'un budget annuel, d'accord, et de l'étaler sur la mandature, ce qui ferait à peu près 60 millions d'euros, compte tenu que nous avons un budget à peu près à 1 milliard 160 millions, voilà. Donc c'est pourquoi qu'on dit qu'on veut mettre 10 millions... Vous avez déjà enlevé les RSA, c'est bien. Voilà, je mets 10 millions sur la table pour les associations qui militent dans ce domaine. Nous n'allons pas encore créer une administration et tout ça. On fait un guichet unique. Toutes les associations qui mènent combat, parce que le combat, des fois, passe par l'éducation à l'école, dans les écoles, passe tout ça. Donc, mais ça coûte de l'argent. Il faut des moyens. Et donc, voilà pourquoi nous voulons que pour toutes les actions faites par les associations qui mènent combat dans ce domaine, nous mettons 10 millions par an, 10 millions supplémentaires par an à leur disposition. Ça, c'est une action concrète. Voilà ce que un sujet de ce qui manque sur le terrain. Mais quand je dis ça, c'est pas simplement pour mon canton. Hein. Là, je parle, le département, c'était quelque chose qui concerne l'ensemble de la Réunion. Hein. Donc voilà, je dis que ça. Quand je dis que je veux qu'il y ait une égalité collégienne, c'est pourquoi? Parce que je rencontre des gens qui me disent que c'est vrai que le gouvernement, il donne 384 € pour rentrée scolaire pour un collégien. D'accord? Mais avec ça, les familles, les marchandises, ils continuent à augmenter. D'accord? Et pour ceux qui ont 1, 2, 3 enfants, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Nous disons que nous allons mettre à la disposition des personnes un kit scolaire. Que c'est pas nous qui allons mettre les effets dedans, hein, ce sont les enfants, et ce sont le monde de l'éducation, eux vont se regrouper et dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce kit, dans ce sac, pour 40 €. Voilà. Pour les collégiens. D'accord? Il y a un autre sujet. Moi, bon, c'est vrai que je suis un grand-père sur ce terrain-là, et j'aurais aimé que ma colistière, Lydia Deloire, soit là, mais malheureusement, elle est dans le monde de l'enseignement, elle n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Nous disons, par exemple, nous avons rencontré beaucoup de familles qui ont du mal à faire l'acquisition des produits hygiéniques pour les femmes, pour les filles. Donc nous disons, pourquoi pas? Parce que c'est un élément naturel, Monsieur Ramoudou, hein, c'est pas, elles n'ont pas cherché, c'est pas... Oui. Et pourquoi elles devront payer?
Pourquoi elles doivent payer? Et donc nous disons, sur le modèle de ce qu'a fait l'État, hein, pour les étudiants, nous disons, ben nous proposons ça pour les collégiennes également. D'accord? Oui, c'est un sujet national de toute façon. Voilà, oui. Qui a déjà été. Voilà. Et donc nous voulons rapporter ça au niveau des collèges et pour que ce soit tous nos collégiennes de l'île de la Réunion puissent bénéficier de ce chèque hygiène, d'accord, pour permettre de lutter contre la précarité menstruelle. D'accord. On va passer à une génération au-dessus, c'est les personnes âgées. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est la précarité. Et c'est ça que c'est incroyable. Avant, les personnes âgées vivaient chez elles et qu'il y avait encore la famille autour. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus isolées. On les met de plus en plus dans des structures collectives. Mais on n'arrive pas... Aujourd'hui, on n'a pas la solution. Ça n'a pas notre culture. Oui. Ça n'a pas notre culture. Bon, certains, ils veulent partir dans des centres, dans des EHPAD. Tant mieux, hein, pour ceux qui le veulent. Mais la grande majorité que je rencontre, je peux dire de quoi je parle. Ma maman a 87 ans. D'accord? Elle vit seule. Il ne faut pas la demander d'aller dans un centre. Pour elle, c'est comme si qu'elle est malade. Elle est terminée, c'est fini. Elle a l'habitude de vivre à sa maison, c'est là qu'elle veut vivre. D'accord ? Eh bien, nous disons que pour la grande majorité des personnes âgées de la Réunion, ce sont des gens qui ont envie de vieillir et de bien vivre dans leur case, à leur maison. D'accord ? Après, je dis qu'il y a des difficultés. Pour ceux qui habitent au 4e étage, ben, peut-être il faut trouver un arrangement, les mettre plutôt au rez-de-chaussée, ou alors les faire habiter dans un immeuble ou un ascenseur. Hein, voilà, des trucs comme ça. Mais globalement, les gens préfèrent habiter chez eux. Et donc, nous disons, voilà pourquoi, en regardant les chiffres, hein, on en a le dernier chiffre donné par l'INSEE, il nous explique que en 2030 c'est demain, hein, c'est dans moins de 10 ans, hein, en 2030, il y aura besoin de 3800 agents à plein temps pour s'occuper de nos 40 000 personnes âgées. Il y aura 100 000 personnes, plus de 60 ans, en 2030 à la Réunion. Donc il faut des gens. Nous proposons, d'accord, d'entamer la démarche dès maintenant. C'est pourquoi nous disons que nous allons revoir les critères d'attribution, et c'est pourquoi on s'est permis de dire... Pour nous, plus une personne fragile, âgée de plus de 60 ans, sans son aide ménagère. Alors, si nous dit, prenons un ratio, nous prend 1000 personnes supplémentaires, dès que nous arrivons là, nous prend 1000 personnes supplémentaires, eh bien, à raison de 2 heures de service par personne, et si une personne s'occupe de 4 personnes fragiles, ça lui fait 8 heures de travail, d'accord ? Donc, de facto, vous avez 250 emplois créés. D'accord. C'est aussi simple que ça, quoi, je veux dire. Et ça ne coûtera pas plus cher. Parce que, d'abord, c'est la vocation du département. À charge pour le département de trouver les moyens nécessaires. Il ne s'agira pas de dire « Ah, nous ne fait pas parce que nous n'avons pas de moyens ». Peut-être qu'il faudra faire des arbitrages, il faudra trouver d'autres... Voilà, mais c'est une priorité pour nos personnes âgées. Et concernant le chèque santé, fruits et légumes ? Oui. Là, le chèque santé, fruits et légumes, m'a expliqué tout à l'heure. À partir du moment où on a dit que les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté n'ont pas accès au bien-être ou ont accès au bien-être très difficilement, et en même temps, on entend la radio tous les jours et dit « Oh, allez manger un fruit et légumes, je vous être solide ». Où ça va. Le débat actuel, c'est le prix de tomate, il coûte 4, 5, 6, 7 euros, là. D'accord ? Comment on fait ? Donc, toutes ces personnes qui vivent dans des foyers, d'accord ? Donc, nous allons accorder un chèque fruits et légumes de 40 euros à tous les ménages, d'accord, vivant sous le seuil de pauvreté. Tous les ménages vivant sous le seuil de pauvreté. 40 euros par mois ? 40 euros par mois, pour faire l'acquisition d'un ou de 2 paniers. Hein. Ouais. Après, là encore, il y a double objectif. Il y a aider les familles,
Mais aussi, on ne va pas leur donner 40 € pour aller acheter au supermarché des produits qui nous arrivent de Chine, de ce genre-là. Là, on travaille avec la production locale. Alors, je n'en doute pas que cette masse financière, que les agriculteurs et les producteurs locaux vont se mettre d'accord pour capter cette masse financière quand elle sera mise en application. Vous avez veillé à ce qu'on ne... J'allais dire qu'on n'achète pas les produits qui sont vendus au marché de gros de Saint-Pierre, c'est-à-dire acheter des légumes qui viennent de l'extérieur, vraiment acheter du produit local. Ah ben, après, honnêtement, là nous sommes sur l'idée générale. Dans sa mise en application, il est évident qu'il va falloir mettre toutes les garanties de notre côté. Et je n'en doute pas. Moi, vous connaissez, on a des boucs à la Chambre d'agriculture. Moi, je les entends parler à la télévision. Ils veillent au grain. Hein. Mais ils pensent bien que ces boucs-là, ils n'auront pas fait à la bêtise venir rouler les réunionnais vendre à nous oignons et sortent dehors en guise de oignons pays. Non, je pense que ce sont des gens sérieux et ils veilleront au grain. Merci. Daniel Pouni pour cet échange. On arrive à la fin du temps qui nous a imparti. En tout cas, vous aurez eu l'occasion de montrer un petit peu que vous avez des projets concrets, en tout cas dans ce programme. On verra comment la population choisira sur ce canton. Donc je rappelle que c'est les 20 et 27 juin, donc élection départementale pour choisir les nouveaux conseillers départementaux. Merci d'être venu jusqu'à nous. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. À quel âge vous êtes devenu facteur? À 19 ans. Vous êtes devenu facteur où ça? En métropole. Dans quelle ville? Au départ, dans la région parisienne, à Boulogne-Billancourt. Il y a quelques années à Boulogne-Billancourt. Après tout le reste, la plus grosse partie de la carrière, à Castres, dans le Tarn. Quoi l'a décidé de devenir facteur déjà? Ça, c'est une drôle d'anecdote. C'était, je me rappelle, c'était en décembre 1973. Décembre 1973, il y a le facteur qui venait passer à la maison. Il y a un portant le journal et ma mère qui lit le journal. Elle me dit, tiens, il y a un concours de facteur dans le journal, pourquoi tu ne le passes pas? Et après, c'est de là, après j'ai fait la démarche pour m'inscrire, pour déposer ma candidature et passer le concours. J'ai passé le concours en 1974. Et en quelle année tu es arrivé en métropole? En 1975. Combien de temps ça a duré le métier de facteur en métropole? Et de 1975 à 2012. Ça a été long? Non, pas long, non, pas long. Ça passe. Non, c'était un métier agréable. Le métier était agréable, on ne voyait pas le temps passer. C'était quoi facteur en 1975? Oh, facteur en 1975, disons. Au début c'était bon, démarrer dans la région parisienne. C'était pas ingrat, mais on était à peu près invisible par rapport à la population dans la région parisienne. On avait le contact souvent avec les patrons de bistrot, les entreprises, mais très peu avec les particuliers. Les particuliers, peut-être branchés dans la ville de Boulogne-Billancourt, c'était plus résidentiel. C'était des gens qui venaient, qui partaient le matin, qui rentraient le soir. On ne le voyait pas tellement. J'avais une tournée, j'ai gardé pendant 8 ans à Boulogne. Il y avait des gens que je ne connaissais pas. Mais après, quand j'étais muté en province, là, c'était différent. Alors, que ce soit à Boulogne-Billancourt ou en province, à Castres, quel était le travail du facteur? Ben, le travail du facteur, c'était plutôt un service pas considéré comme un travail, c'était un service qu'on rendait aux gens. On était un peu de tout pour les gens. C'est pour ça que le travail était agréable. Le travail était agréable pour la plupart des gens qu'on côtoyait. On était beaucoup inconfidents. Il y avait des endroits, ils voyaient juste le facteur, cette personne qui voyait de la journée. C'est pas vraiment un travail, c'était plus un service rendu. C'était plus un service rendu par rapport à la population. Ça signifie que les conditions de travail étaient bonnes? Ah oui, les conditions étaient bonnes, oui. Les conditions de travail. Même si on n'avait pas une grosse paye, mais les conditions étaient bonnes. C'est le fait d'être dehors.
Le fait d'être dehors, on était notre propre chef quand on était dehors, c'était très agréable. Là, ça. Et où on regarde aujourd'hui les facteurs d'aujourd'hui, c'est la même chose? Ah non, on ne fait plus du tout le même métier. Ah, c'est plus du tout le même métier. Bon, c'est pas de leur faute. Hein. Et c'est les conditions de travail et ce qu'on avait dans le temps, c'est vraiment différent. On ne fait plus du tout le même métier. Hein. Là, même moi, quand j'ai quitté il y a plus de 10 ans, et quand j'ai quitté il y a 10 ans, et là, c'était vraiment la fin vraiment du travail agréable. C'était vraiment la fin du travail agréable. On était plus pressé pour partir à la retraite que de rester. Bon, il y a, je pense que je fais la comparaison qu'au départ, quand on est rentré à la poste, là, c'était comme si on était dans une famille, qu'on avait pris des bonnes éducations. Et puis à la fin, on est devenu des délinquants du travail. On faisait n'importe quoi. Même moi, j'aimais mon travail. J'arrivais à la fin de carrière, avec les conditions de travail qu'on avait, de faire plus d'erreurs, beaucoup d'erreurs par rapport à avant. Ça a beaucoup de différences. Est-ce qu'aujourd'hui, la population a encore besoin du facteur? Là, c'est difficile à répondre, parce que comme je suis plus sur le travail, là, même besoin, je ne sais pas, parce que le peu de facteurs que je croise, là, on a du mal à discuter avec. Souvent, ce n'est pas le même qui passe tous les jours. C'est différent. Je ne sais pas vraiment si les gens, la population maintenant, a le besoin comme... Je sais pas, là, je ne peux pas répondre là-dessus. À votre époque, le facteur, c'était un membre de la famille des gens de leur tournée? Ah oui, c'était un membre de la famille. J'avais une tournée à Cache, je l'ai gardée pendant 23 ans. Je l'ai gardée pendant 23 ans. Je me rappelle quand j'ai une fille, quand ma fille elle est née, pendant 15 jours, tous les jours, je rentrais à la maison avec un cadeau. Tous les jours, je rentrais à la maison. C'était différent. Les gens m'appelaient sur Jean-Luc. J'avais jamais facteur quand ils me connaissaient. Moi, c'était le facteur qui faisait le bon client. C'est le facteur qui est le bon client. Si le facteur il est bien, les gens sont bien avec moi. Les gens ils étaient contents de moi. Et justement, la société évolue, c'est naturel, mais quelque part, c'est un peu dommage que ces traditions que où l'a connu, il disparaît peu à peu. Ah, bien sûr, oui, c'est dommage. Bon, comme je disais tout à l'heure, le facteur, c'était un confident par rapport à certains... Là, je faisais une tournée, il y avait beaucoup de retraités. Comme je disais, le facteur, c'était la seule personne qui voyait de la journée. Même parfois, là, les gens s'abonnaient là où c'était la dépêche du midi, juste pour voir le facteur. Ils avaient la possibilité d'avoir le journal plus tôt, parce qu'il y a un porteur le journal le matin. Non, c'est le fait de voir le facteur. Mais il y en a qui attendaient devant le portail, qui est au bout de la rue, juste pour boire un coup avec le facteur. Et c'est ça fait partie des beaux souvenirs de ce métier? Oui, on avait le temps de travailler correctement. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on était passé avant de passer à 35 heures, on était à un peu plus de 39 heures. On travaillait lundi au samedi, on faisait un peu plus de 6 heures par jour. Et quand on est passé à 35 heures, on avait plus de charge de travail qu'à 39 heures. Ça fait que, plus de charge de travail. Les conditions de travail, c'était devenu déplorable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que même moi, en fin de carrière, je faisais plus d'erreurs avec les nouvelles conditions de travail. Quel souvenir gardez-vous de cette activité professionnelle? Dans l'ensemble, un bon souvenir, même si à la fin, ça s'est dégradé. Dans l'ensemble, un très bon souvenir avec des connaissances. J'ai beaucoup de connaissances avec les collègues de la poste, soit dans la région parisienne ou dans le Tarn. Même maintenant, à la retraite, on garde encore les connaissances. Mais c'est compliqué. Il y en a deux qui m'ont appelé hier encore, d'Albi et de Toulouse. Non, on garde... en gros, c'était une grande famille. Souvent, même après le travail, le week-end, on pouvait se retrouver pour aller voir un match de rugby ou aller manger au restaurant, des choses comme ça. Il y avait une bonne ambiance.